Bonjour à tous et merci d'être de retour sur ma chaîne. Donc première vidéo de l'année 2018, je m'excuse une nouvelle fois de mon absence. La bonne nouvelle c'est que je vais de nouveau être basé chez moi à Malte d'ici 3 semaines, donc je vais pouvoir à partir de d'ici un mois recommencer à faire des vidéos plus régulièrement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, je tenais à vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, la santé et aussi ce qui nous intéresse, plein de belles floraisons. Donc première vidéo, je voulais vous parler de cette petite orchidée japonaise, Neophynecia falcata. En réalité, maintenant elle a été intégrée au genre Vanda, donc son vrai nom maintenant c'est Vanda falcata. Mais vous pouvez continuer de voir cette appellation là, donc Vanda, entre parenthèses, voilà, Neophynecia falcata, c'est juste pour indiquer que l'ancien genre c'était Neophynecia, que maintenant c'est Vanda, mais que l'espèce reste inchangée et que c'est toujours falcata. Moi personnellement je me suis jamais trop fait au changement d'appellation, donc je continue de l'appeler Neophynecia, mais bon, on s'en fiche un peu en fait, hein. L'essentiel c'est de lui apporter les bonnes conditions de culture et de l'avoir fleuri, alors son nom peu importe vraiment. Donc c'est une orchidée japonaise. Voilà. Moi, dans cette vidéo-là, je vais me contenter de vous parler de la culture et je vais pas forcément vous faire un exposé parce que d'une part, je suis pas expert sur cette plante-là et en fait, il existe énormément de variétés. Alors, il y a des variétés au niveau de la couleur du feuillage, de l'insertion des feuilles, en fonction de la couleur des racines, en fonction de la couleur des fleurs. Bref, il y en a des centaines. Donc il y a des ouvrages qui existent uniquement sur cette espèce-là. Je crois qu'ils sont en japonais et ou traduits en anglais, mais en français je crois qu'il n'y en a pas. Voilà, que ça soit une variété à 20 euros, une variété à 1000 euros, la culture est identique, hein. C'est juste la rareté qui fait la différence de prix, mais la culture est la même. Donc moi je vais vous parler de la culture. J'ai commencé en fait la culture de cette orchidée avec une forme classique, c'est-à-dire feuilles le feuillage uniformément vert et une fleur blanche. Donc c'était la version entre guillemets la moins onéreuse qui a fleuri dès la première année. J'ai eu 3 floraisons au total, à chaque fois avec une augmentation du nombre de fleurs. La première année j'ai eu 4 fleurs, la deuxième année je me rappelle plus bien, mais une dizaine. Et la troisième année et la dernière année j'ai eu jusqu'à 17 fleurs, sachant qu'apparemment le record sur cette plante c'est 27. Mais bon, les records on s'en fout un peu, mais donc voilà. Et malheureusement quand je suis arrivé à Malte, j'ai trop tardé à réagir par rapport au fait que l'eau ici soit hyper calcaire. Du coup je l'ai perdu. J'ai brûlé toutes les racines et donc je l'ai perdu. Et en fait depuis ce jour-là, j'ai pas cessé de chercher en fait à la remplacer. Et y en a souvent sur eBay, notamment, ou même dans chez des spécialistes de culture d'orchidées, mais j'étais toujours un petit peu stoppé par le prix. Je trouvais que c'était un petit peu cher. Et puis un jour je suis tombé sur celle-là. Donc c'est pas exactement la même variété. Celle-là c'est la variété Gojo Fukurin. En fait c'est juste un feuillage panaché, mais les fleurs sont blanches également. Du coup c'était pas cher. Je me suis dit vas-y je tente. Et donc j'ai reçu cette orchidée-là il y a à peu près je sais pas, 6 mois je crois. Ouais, 6 mois. Et donc voilà. Donc concernant la culture à proprement parler, je vais aborder 5 points plus ou moins standards. Donc le substrat, la lumière, l'arrosage, la température, et en fin de vidéo j'aborderai donc la floraison. Donc concernant le substrat, il faut savoir que les Japonais ils ont une façon très particulière et assez élégante en fait de culture. Donc en réalité l'orchidée elle surmonte un dôme de sphaigne qui lui-même est posé dans un petit pot en céramique fait à la main. Je vous mets une photo en fait qui est accessible dans Google Images. Voilà, en gros c'est la façon un peu traditionnelle de cultiver. Mon premier Neophynecia, voilà, je vous mets une photo aussi maintenant. Donc ça c'était sa 3e année de floraison, donc sa dernière floraison chez moi. En fait il était cultivé de cette façon-là parce que, pas par choix particulièrement, mais c'est parce qu'en fait je l'avais acheté comme ça. Alors pour réaliser un montage comme ça, c'est impératif de disposer d'une sphaigne de super qualité. Je crois qu'on les appelle une sphaigne, attention, le chat, une sphaigne avec 5 A, donc quintuple A. En fait, plus il y a de A pour désigner une sphaigne, en fait, plus ça veut dire que les brins seront longs. Et pour réaliser ce genre de montage-là, on essaye d'avoir des brins à peu près d'une vingtaine de centimètres, entre 20 et 30 centimètres. Et du coup, c'est la sphaigne quintuple A, qui est une des meilleures sphaigne qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, mais c'est assez cher. Donc moi j'ai jamais vraiment réussi
et réessayer, je vous l'avoue, ce genre de montage. Mais voilà, pour ceux que ça intéresserait, je vous mets un lien. Alors, il y a certaines personnes qui cultivent les Néo-Phénicia sur plaques de liège ou même d'autres qui utilisent des substrats un peu plus classiques, écorce de coco, écorce de liège, écorce de pin, perlite, enfin tout ce que vous voulez en réalité. Et moi, j'ai choisi de réutiliser de la sphaigne, même si c'est pas monté sur un dôme, juste parce que mon premier Néo-Phénicia était sur dôme de sphaigne et que du coup, je me suis fait en fait à cette culture et surtout à l'arrosage avec de la sphaigne. Mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. En fait, l'essentiel, c'est que vous utilisiez un substrat avec lequel vous savez gérer l'arrosage. C'est ça le point clé. Concernant la taille du pot également, il faut savoir que le Néo-Phénicia, c'est relativement une petite orchidée. Du coup, si vous prenez un pot d'à peu près 8 cm de diamètre, pour une orchidée adulte ou bien établie, ça fera largement l'affaire. Donc celui-là, je ne sais pas exactement combien il fait, peut-être 6. Donc un petit pot de 8 cm de diamètre, ça fera largement l'affaire. Alors concernant la lumière maintenant et la température, il faut savoir que les Néo-Phénicia ils poussent très bien et ils fleurissent en gros sous la même luminosité qu'un Phalaenopsis. Donc une lumière type rebord de fenêtre ouest ou sud, ça fera largement l'affaire. Moi j'avais essayé de cultiver mon premier Néo-Phénicia sous lampe UV et en fait je m'étais rendu compte que à la base des feuilles, en fait même un peu en dessous les feuilles, s'étaient développés des mini points violacés, couleur lit de vin un peu. Et en gros c'est parce que la quantité de lumière reçue était trop importante et du coup je m'étais dit faut que je déplace, je l'avais déplacé de la source lumineuse et les feuilles étaient redevenues normales. Concernant les températures, alors c'est plutôt une orchidée de culture froide, c'est-à-dire qu'elle peut très largement être cultivée en gros sous nos latitudes sans chauffage ou sans serre. Par contre, pour ceux d'entre vous, en fait comme moi qui ont des températures estivales qui dépassent souvent les 30 degrés de manière systématique et prolongée durant l'été, en fait la clé c'est une excellente hygrométrie. Il faut que la plante y ait de l'humidité à mort autour pour que ça limite un peu les effets de cette température élevée prolongée, donc la sécheresse, etc. Il faut vraiment que l'air soit vraiment humide, donc soit vous avez une serre et tant mieux. Si vous n'avez pas de serre, essayez d'avoir un humidificateur d'air, ou en tout cas le minimum du minimum, c'est de poser le pot, en fait la base du pot, sur une coupelle avec de l'eau pour qu'il y ait par évaporation quand même une hygrométrie relativement élevée, quoi. Alors concernant l'arrosage, donc comme je le disais tout à l'heure, l'arrosage est sûrement le paramètre le plus délicat à maîtriser. Donc si jamais c'est la première fois que vous cultivez cette orchidée-là sur de la sphaigne pure, en fait je vais vous donner ma technique. Et il faut savoir que je n'ai jamais cultivé cette orchidée sur un autre substrat que de la sphaigne. Donc les conseils que je donne là sont applicables à la sphaigne, peut-être pas forcément aux écorces de pin, etc. Donc en réalité, comment moi j'arrose? Là, la sphaigne, elle est détrempée. Je l'ai arrosée hier, en fait. Donc, je lui donne un bain, comme à une autre orchidée, un bain de 10 à 15 minutes, histoire de bien détremper. Voilà. Et je la laisse sécher petit à petit. Et en fait, je réarrose seulement quand la sphaigne est vraiment sèche, vraiment très sèche. Donc, il faut qu'elle soit... moi, personnellement, j'attends même qu'elle fasse un petit bruit craquant. En fait, elle est vraiment sèche. Donc c'est hyper simple, c'est juste on détrempe, on attend que ça sèche complètement et on retrempe. On attend que ça sèche complètement et ainsi de suite. Donc en réalité en hiver on arrose très peu parce que la sphaigne sèche quasiment jamais. Donc il y a un peu, chez moi en tout cas, une période relativement sèche. Et à l'arrivée des beaux jours, on arrose de plus en plus. En été, en juillet-août, on arrose quasiment tous les 2 ou 3 jours. Et voilà en fait, et c'est hyper simple. Alors concernant l'engrais, l'apport d'engrais, l'apport de nutriments, il faut savoir que moi en été en gros j'apporte de l'engrais environ un arrosage sur 2.
lorsque l'orchidée est en développement, donc c'est-à-dire lorsque vous voyez l'apparition de racines ou le développement comme là d'une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille-là, on pourrait croire que la plante elle est en développement, mais en fait la feuille n'a pas poussé depuis que je l'ai. Donc c'est pas un vrai développement. Donc on ralentit quand même un peu sur l'engrais pour pas brûler les racines. Par contre, dès que vous voyez les racines reprendre, une nouvelle feuille pointer le bout de son nez, que vous voyez que les anciennes feuilles s'allongent un petit peu, là, boum, de l'engrais, un arrosage sur 2. Et en hiver, de l'engrais, un arrosage sur 4, voire sur 6. Alors concernant la croissance des Néophénicia, elle est malheureusement assez lente, mais touffue dans le sens où cette orchidée elle est capable de créer des rejets à la base du pied mère en fait pour se développer. Donc au bout de quelques années, c'est possible de se retrouver avec une belle potée contenant à peu près 5 ou 6 pieds qui peuvent chacun produire des hampes. Donc la division, c'est le meilleur moyen de propagation. Au niveau de cette orchidée-là. Certaines personnes essayent la culture in vitro, c'est-à-dire à partir de graines, d'une fleur fécondée, etc. Mais ça prend des années, potentiellement même une décennie. Donc si vous voulez un jour diviser votre plante, essayez de faire en sorte que le plant que vous voulez diviser ait au moins, un peu comme ça, entre 6 et 8 feuilles, des feuilles relativement longues, c'est-à-dire 5 ou 6 cm, et au moins 3-4 racines, 3 belles racines, pour pouvoir supporter cette division du plant mère. Donc oui, concernant la floraison, je sais honnêtement pas comment elle est induite. Certains disent que cette orchidée elle est capable de fleurir toute l'année, plusieurs fois par an. Moi j'ai toujours eu une seule floraison, et juste avant l'été. Donc j'imagine que naturellement, en fait, sous nos latitudes européennes, la floraison elle est initiée par l'arrivée du printemps. Donc réaugmentation progressive des températures et allongement des jours en fait, un peu comme toutes les plantes dans les jardins quoi. Ce que je suis certain en revanche, c'est que les Néophénicia sont capables d'avoir plusieurs hampes par pied, et que leurs fleurs c'est un mélange, elles sentent bon un mélange de jasmin et de dragée. Donc moi personnellement j'adore cette combinaison d'odeurs. C'est assez enivrant, hein. Ça va pas forcément parfumer votre pièce entière, mais je peux vous garantir que vous sentirez le jasmin et la dragée à peu près 2 ou 3 mètres. J'ai jamais réussi à les garder en fleurs de plus de 3 semaines. J'imagine que c'est parce que chez moi en tout cas elles fleurissent au début de l'été et que du coup les températures font que ça se dessèche un peu plus rapidement, j'imagine. Mais bon, voilà, d'où encore l'avantage, je le répète encore une fois, d'avoir plusieurs pieds, une belle potée pour que les hampes s'ouvrent à intervalles réguliers. En tout cas qu'elles s'ouvrent pas toutes en même temps et du coup vous avez une floraison qui peut potentiellement durer tout l'été, hein, si vous avez une potée assez grosse. Donc voilà, c'est tout pour ma part en fait sur les sur les Vanda falcata, C'est une orchidée donc voilà, je répète, facile de culture qui fleurit de manière fidèle tous les ans. Les fleurs, elles sentent hyper bon. Voilà, moi je trouve que c'est une petite orchidée qui a sa place chez tout le monde. Elle est vraiment pas difficile de culture. Elle est petite, donc elle tiendra partout. Elle n'a pas des besoins en lumière de malade mental. Elle n'a pas besoin de température non plus. Voilà, vous n'avez pas besoin d'investir ni dans des lampes UV, ni dans des chauffages, etc. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura donné envie de cultiver cette plante-là. Elles sont faciles aussi à trouver sur eBay, il y en a très souvent. Voilà, c'est une super petite plante, super petite orchidée. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.